Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du problème de Monty Hall, un petit problème de prise de décision dans une situation où il y a du hasard. Imaginez que vous êtes sur un plateau de jeu télévision, face à vous il y a 3 portes. Derrière l'une de ces 3 portes, au hasard, un cadeau a été placé, derrière les 2 autres il n'y a rien. Le maître du jeu vous indique de choisir une porte et, a priori, vous repartirez avec ce qu'il y a derrière la porte choisie. Alors, si c'était seulement ça serait pas très dramatique. Après que vous ayez choisi une porte, mettons celle de gauche, le maître du jeu vous dit « Attendez », ouvre une porte, mettons celle de droite, et vous révèle qu'il n'y avait rien derrière. Il vous demande ensuite « Voulez-vous garder votre porte ou changer ?» D'après vous, que vaut-il mieux faire? Réponse A, il vaut mieux garder la porte que vous avez sélectionnée initialement. Réponse B, il vaut mieux changer et prendre la porte du milieu. Réponse C, ça ne change rien, garder ou changer, de toute façon on a 50% de chance de repartir avec le cadeau. Enfin vous vous dites peut-être s'il y a une vidéo à propos de ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de pas évident, du coup vous le sentez pas, vous avez un mauvais pressentiment et vous dites la réponse D, Obi-Wan Kenobi. Alors, juste une petite précision pour le maître du jeu, il doit ouvrir une porte qui n'est pas celle choisie par le joueur et qui n'est pas celle qui cache le cadeau. Et s'il a 2 possibilités, il tire à pile ou face. Alors, je vais vous laisser 5 secondes pour mettre la vidéo en pause si vous voulez réfléchir par vous-même avant que je donne la réponse. La bonne stratégie, c'est qu'il faut toujours changer, et c'est même 2 fois plus avantageux que de garder. Regardons d'abord ce qui se passe si vous gardez votre porte. Vous avez sélectionné une porte, et vous avez une chance sur 3 d'être tombé sur celle qui a le prix, donc votre probabilité de victoire en gardant est égale à 1/3. Maintenant, quelle est la probabilité de victoire en changeant? C'est là que ça devient intéressant, et il y a plusieurs façons de voir le problème. Il y a une première solution qui est probablement la plus simple, mais qui est un peu astucieuse. En tout cas, elle demande de bien remarquer quelque chose. Imaginez que derrière la porte que vous avez sélectionnée, il y avait le cadeau. Si vous changez, vous repartez les mains vides. Imaginez maintenant que derrière cette porte, il n'y avait pas le cadeau. Dans ce cas-là, le maître du jeu est obligé d'ouvrir l'autre porte qui ne cachait pas le cadeau, et donc en changeant, vous prenez la porte derrière laquelle il y a le cadeau. Donc vous repartez avec le cadeau. Pour récapituler, si vous aviez sélectionné la porte qui ne cachait pas le cadeau, vous repartez avec le cadeau. Si vous aviez sélectionné la porte qui cachait le cadeau, vous repartez sans le cadeau. Donc c'est un peu qui perd gagne et qui gagne perd. Donc la probabilité de victoire, c'est la probabilité d'avoir initialement sélectionné une porte qui ne cachait pas le cadeau. Donc vous avez 2 chances sur 3 de gagner. Il y a une autre façon de voir facilement la réponse, qui est là encore un peu astucieuse. En tout cas, elle nécessite de vraiment bien voir le problème. Imaginez un jeu légèrement différent. Vous avez 3 portes, vous en sélectionnez une. Et à ce moment-là, le maître du jeu vous dit, vous pouvez soit prendre ce qu'il y a derrière cette porte, soit prendre la somme de ce qu'il y a derrière les 2 autres portes. Que vaut-il mieux faire? Clairement, 2 portes c'est mieux qu'une. Vous avez 2 chances sur 3 d'avoir le cadeau avec 2 portes, et 1 chance sur 3 d'avoir le cadeau avec une porte. Bien, alors maintenant, pour revenir au jeu initial, imaginez qu'avant de vous donner les portes, ou même avant de vous laisser choisir, le maître du jeu ouvre une de ces 2 portes et vous montre qu'il n'y avait pas le cadeau. Ça vous fait une belle jambe. De toute façon, vous saviez que parmi ces 2 portes, il y en avait au moins une qui ne contenait pas le cadeau. Donc du coup, ce que le maître du jeu vous montre, ça ne vous informe en rien sur la somme de ce qu'il y avait derrière ces 2 portes. Bref, dans un cas comme dans l'autre, la stratégie changer vous permet de gagner avec 2 chances sur 3. Alors ça, c'était 2 solutions peut-être un peu astucieuses. Elles marchent très bien, mais ça nécessite de bien voir le problème. Par contre, a priori, une fois qu'on a bien vu, ça devient clair, en tout cas j'espère, et il est difficile de ne plus voir. Il y a une façon plus systématique qui consiste à analyser tous les scénarios possibles avec un arbre de probabilité. Ici, une fois que vous avez fait votre choix, mettons celui de gauche, il y a 3 scénarios possibles. Soit le cadeau est derrière la porte de gauche, soit il est derrière la porte du milieu, soit il est derrière la porte de droite. Dans le deuxième et le troisième cas, le maître du jeu n'a aucun choix possible sur la porte qu'il doit ouvrir. Dans le premier cas, il y a 2 choix possibles, ce qui le divise en 2 sous-scénarios. On se retrouve donc au final avec 4 scénarios qui ont des probabilités respectivement de 1/6, 1/6, 1/3 et 1/3. Maintenant, si vous choisissez de changer, vous repartez avec le cadeau dans les scénarios 2 et 3, qui ont des probabilités 1/3 plus 1/3, donc vous avez 2 chances sur 3 de gagner. Au contraire, si vous gardez, vous repartez avec le cadeau dans les scénarios 1 et 2, qui ont des probabilités 1/6 et 1/6, donc vous avez total 1 chance sur 3 de gagner le cadeau. Alors là, j'ai fait la partie facile, celle qui consiste à expliquer pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse. Ce qui est souvent un peu plus difficile, c'est d'expliquer pourquoi une mauvaise réponse est une mauvaise réponse. Ici, beaucoup de gens ont tendance à croire que changer ou garder, ça ne change rien, de toute façon la probabilité de victoire est 1/2. Le raisonnement étant que il y avait un cadeau, distribué au hasard, il reste 2 portes fermées, donc chaque porte a 1 chance sur 2 de cacher le cadeau. Le problème dans cet argument, c'est que ça oublie de prendre en compte comment on est arrivé dans cette situation. D'abord, le joueur a fait son choix. Ensuite, le maître du jeu
connaissant le choix du joueur et connaissant la position du cadeau, à déterminer quelle porte ouvrir. C'est pas la même chose. Ce qui serait vrai, ce serait la chose suivante. Mettons que dès le début du jeu, avant que le joueur ait pu faire son choix, le maître du jeu tire à pile ou face et ouvre une des deux portes qui ne cache pas le cadeau. Dans ce cas-là, les deux portes restantes ont chacun une probabilité de 50% de cacher le cadeau. Ce qui serait aussi vrai, c'est la situation suivante. Imaginez que le joueur et le maître du jeu sont allés faire une pause. Vous arrivez devant les trois portes et vous voyez que celle de droite est ouverte. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelle porte a été sélectionnée initialement par le joueur. S'il avait sélectionné la porte de gauche, comme on l'a vu, la porte de gauche a une chance sur 3 de cacher le cadeau et la porte du milieu 2 chances sur 3. Si le joueur avait sélectionné la porte du milieu, dans ce cas-là, la porte du milieu a une chance sur 3 de cacher le cadeau et la porte de gauche a 2 chances sur 3 de cacher le cadeau. Comme vous ne savez pas quel choix a fait le joueur et qu'il l'a probablement fait au hasard, ces deux scénarios ont la même probabilité, donc au final, chaque porte a la même probabilité, 50%, de cacher le cadeau. Mais là encore, ce n'est pas le problème de Monty Hall. Alors voilà pour le problème de Monty Hall, en tout cas dans sa version standard. De fait, il existe plusieurs variantes. Une de ces variantes qui est intéressante, c'est celle où on ne fait pas d'hypothèse sur la façon dont le maître du jeu choisit derrière quelle porte mettre le cadeau. Chaque porte n'a pas forcément une probabilité 1/3. De même, si le maître du jeu a deux portes qu'il peut ouvrir, on ne suppose pas qu'il ouvre chaque porte avec probabilité 50%. Donc on ne fait aucune hypothèse de nature probabiliste. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut quand même comparer les 6 stratégies. Il y a 3 stratégies qui consistent à prendre une porte puis garder, gauche, milieu ou droite, et 3 stratégies qui consistent à prendre une porte, gauche, milieu ou droite, puis changer. Regardons par exemple la stratégie gauche puis garde, et la stratégie milieu puis change. Regardons ce qui se passe dans le cas où le cadeau est derrière la porte de gauche. Dans ce cas-là, les deux stratégies repartent avec le cadeau. Pour la stratégie gauche puis garde, c'est évident. Pour la stratégie milieu puis change, eh bien puisque le maître du jeu va être obligé d'ouvrir la porte de droite, on repart avec ce qu'il y a derrière la porte de gauche. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas où le cadeau est derrière la porte du milieu. Dans ce cas-là, les deux stratégies repartent les mains vides. En effet, avec la stratégie milieu puis change, vous finissez avec la porte de gauche ou de droite, mais dans tous les cas, pas celle du milieu. Regardons maintenant ce qui se passe si le cadeau est derrière la porte de droite. La stratégie gauche puis change repart clairement les mains vides. Par contre, la stratégie milieu puis change repart avec le cadeau. En effet, dans ce cas, le maître du jeu va être obligé d'ouvrir la porte de gauche. Ce qu'on voit ici, c'est que dans tous les scénarios, indépendamment de leur probabilité, la stratégie milieu puis change est meilleure que la stratégie gauche puis garde. On dit qu'elle domine la stratégie gauche puis garde. De fait, on peut voir que les 3 stratégies porte puis garder sont dominées par une stratégie autre porte puis change. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à prendre les stratégies qui gardent. Alors voilà pour le problème de décision en lui-même. C'est un problème assez célèbre, d'ailleurs vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il a une histoire assez intéressante. Ce problème apparaît pour la première fois en 1975 quand un statisticien, du nom de Selvin, le publie dans le journal American Statistician. C'est Selvin qui lui a donné le nom de Monty Hall Problem, car il s'était librement inspiré du jeu télévisé Let's Make a Deal, qui à l'époque était présenté par l'animateur Monty Hall. En 1990, un lecteur du journal Parade envoie ce problème dans la rubrique de questions-réponses de Marilyn Vos Savant. Elle y répond que la meilleure stratégie est de changer car ça donne une probabilité de victoire égale à 2/3. Et là, shitstorm. Elle reçoit une tonne de courriers de gens qui lui écrivent pour lui dire qu'elle a tort. Certains de façon plus ou moins polie, certains de façon complètement sexiste. Alors dans le numéro suivant, elle a écrit que non, c'est bien ça la réponse, et elle détaille un peu plus. Ça ne change rien, elle continue à recevoir beaucoup de courriers de gens qui lui disent qu'elle a tort. Du coup, dans un 3e numéro du magazine, elle suggère à ceux qui ont encore des doutes de faire l'expérience par eux-mêmes et elle en appelle notamment aux enseignants de mathématiques et leur classe. Et là, c'est magique. Beaucoup d'enseignants font faire l'expérience à leur classe, et beaucoup d'élèves utilisent ce problème dans le cadre d'un projet scientifique à l'école. Au bout du compte, Vos Savant tire les conclusions suivantes. Parmi les gens qui ont fait l'expérience, la quasi-totalité est maintenant d'accord que la stratégie changée est plus efficace. Parmi les gens qui n'ont pas fait eux-mêmes l'expérience mais qui ont suivi l'affaire, beaucoup plus de gens sont maintenant convaincus du fait qu'il faut changer. Parmi les gens qui lui avaient initialement écrit pour lui dire qu'elle avait tort, et dont elle avait publié les courriers, à peu près la moitié lui ont ensuite écrit pour lui dire qu'en fait, non, c'est eux qui avaient tort. L'autre moitié n'a essentiellement pas écrit. Sauf un qui lui a écrit pour lui dire que non, il y croyait toujours pas et que c'était faux, parce que c'était une femme. Alors, pour finir, je vous propose de regarder ce qui se passe quand on fait l'expérience. Je tiens à préciser que je suis complètement convaincu avec la preuve sur papier, comme avec la preuve à l'oral. Mais c'est une bonne occasion d'utiliser un ordinateur pour faire des simulations. Alors, j'ai simulé 50 parties, et j'ai tracé ensuite le nombre cumulé de victoires au fur et à mesure que les parties étaient jouées,
En bleu, c'est la stratégie « je change », en rouge, c'est la stratégie « je garde ». Comme on le voit, la stratégie « je change » est plus efficace. Alors, bien évidemment, comme c'est un jeu dans lequel il y a du hasard, d'une réalisation sur l'autre, les résultats peuvent fluctuer un tout petit peu. Sur la simulation qui s'affiche maintenant, on voit que sur la première dizaine de parties, la stratégie « je garde » a l'air à peu près potable. Mais c'est sur le long terme que la différence se fait. D'ailleurs, on peut regarder ce qui se passe avec plus de parties, par exemple ici 200. En plus du nombre cumulé de victoires, j'ai tracé en bas la fréquence de victoire. Ces deux fréquences ont l'air de converger à peu près vers 2 tiers et 1 tiers. Pour vérifier cette convergence, ce qu'on peut faire, c'est beaucoup plus de parties. Je vous donne ici les résultats pour 1000 parties, pour 10 000 parties, et enfin pour 1 million de parties. Ce qu'on voit ici est une illustration de la loi des grands nombres. Sur une seule partie, on a vu que la probabilité de victoire, avec la stratégie « je change », est égale à 2 tiers. Et bien sur un très grand nombre de parties, la fréquence de victoire va être à peu près égale à 2 tiers. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand la prochaine vidéo sortira. Enfin, si vous voulez laisser des commentaires sous la vidéo, faites-vous plaisir. En attendant, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, et à la fois prochaine.